Alors bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons nous présenter, mais très très rapidement parce que cela a déjà été fait. Puis ensuite, on se lancera sur cette présentation effectivement du thème donc de cette 25e journée dans le programme. Donc tout d'abord, Stéphanie Galindo, donc je suis IEN Lettres Histoire, donc dans la voie professionnelle, et doyenne donc du collège des IEN ET-EGIO, donc les inspecteurs du second degré de la voie professionnelle. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Moi, je suis Emmanuelle Camps, je suis faisant fonction cette année d'histoire-géographie aux côtés de l'équipe d'IAIPR. Donc, quand on interroge nos élèves sur la question des États-Unis, leurs réponses sont souvent très riches et imagées. Elles évoquent l'immensité du territoire, les gratte-ciels de New York, les plages californiennes ou encore Hollywood. Les États-Unis, pour beaucoup de nos élèves, sont à la fois très proches et lointains. Ils sont proches parce que le soft power américain est très visible dans leur quotidien, des réseaux sociaux aux plateformes de streaming, du cinéma à la musique. Et ils sont lointains parce que cet immense pays reste dans leur représentation un espace mythifié, dominé par les symboles du rêve américain et de l'American Way of Life. Alors, quelle est vraiment la place des États-Unis dans le programme du secondaire ? Quelle lecture critique cela nous amène à porter, parce que vous verrez qu'en fait, on a une vision très particulière des États-Unis dans nos programmes. Bon, alors je suis terrifiée, je pense que ça se sent. Hein, donc... c'est moi qui commence sur le programme. Oui. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé, j'ai cherché un petit peu ce qui avait été écrit sur les programmes d'histoire-géographie. Et en 2012, il y a une thèse qui a été écrite par Marielle Westebel, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais qui a soutenu une thèse à la Sorbonne intitulée « Les États-Unis au lycée, de 1905 à 2004, généalogie de la géographie des États-Unis en classe de terminale ». Et dans sa thèse, elle explique que la géographie scolaire contribue parfois à façonner ce qu'elle appelle des figures types de l'espace américain. Celle des métropoles, celle de l'immensité du territoire ou celle de la puissance économique. Et elle montre que ces figures participent à la construction d'un modèle auprès de nos élèves, en fait. Et que finalement, ce modèle est à son tour très fortement critiqué lorsque les résultats économiques faiblissent, par exemple à partir des années 1970. C'est-à-dire ce qu'on a porté comme étant un modèle jusqu'aux années 70 est très critiqué à partir des années 1970. Et à partir du moment où les anciennes villes industrielles de la Rust Belt deviennent des shrinking cities. Et on est ainsi un peu devant un paradoxe. Les États-Unis ont pu apparaître à la fois comme un modèle et aussi comme un contre-modèle. Ils sont autant admirés que contestés. Alors, aujourd'hui, si on fait le point en fait entre ce qui vient d'être dit finalement et aujourd'hui, on le voit, les États-Unis, la question des États-Unis, les sorties présidentielles américaines, etc., sont vraiment au cœur de l'actualité récente. Et quelque part, ça nous amène, nous, d'une part, à voir comment cette actualité s'invite, on va dire, dans le cours ordinaire de la classe, quand savent les élèves, quels sont leurs questionnements, en fait, au sujet de cette actualité. Lorsqu'on aborde la question des États-Unis dans les programmes, finalement, quel lien avec cette actualité récente, en fait, en particulier. Alors, quelques exemples ici qui apparaissent à l'écran. On pourrait citer le changement de paradigme des récentes politiques douanières aux États-Unis, le retrait d'accords multilatéraux, là on peut citer l'OMS, les accords de Paris sur le climat notamment, le retour, un point essentiel ces derniers temps sur le retour de l'arme nucléaire sur le devant de la scène internationale, avec les annonces successives par Vladimir Poutine du développement de nouveaux armements et par Donald Trump de la reprise d'essai. La dépendance persistante de l'Union européenne à l'égard des États-Unis. Là, par exemple, il peut arriver que les élèves interrogent notamment sur l'absence de réelle prise en compte de la souveraineté de Kiev dans les négociations sur le cessez-le-feu en Ukraine. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, notamment dans ces derniers jours, la trêve annoncée donc, du 30 octobre. Et enfin, finalement, tous les éléments qui mettent en perspective dans l'univers médiatique international le fait que les États-Unis sont aujourd'hui une démocratie sous pression. Donc les expulsions de migrants,
la mobilisation de la garde nationale, les attaques contre la presse, dont on reparlera d'ailleurs aussi un petit peu plus tard. Et je vais te laisser la parole, du coup, pour rentrer quelque peu dans les programmes, en fait, entre guillemets, du collège et du lycée. Donc nos élèves entendent beaucoup parler des États-Unis, voient beaucoup d'éléments sur les États-Unis dans leur quotidien. Et donc on s'est posé la question de la place des États-Unis dans le programme. Alors on parle beaucoup des États-Unis de la 6e à la terminale, sauf que si on a fait des tableaux qui ne sont peut-être pas très visibles à distance, mais qui permettent de mettre en avant surtout 3 éléments. Le fait que les États-Unis sont davantage étudiés en géographie qu'en histoire, sur l'ensemble des années du secondaire, davantage au lycée qu'au collège, et surtout davantage en spécialité que dans le tronc commun au lycée. Donc en fait, il y a une sorte de gradation finalement sur la présence des États-Unis dans les programmes. En collège, on a 3 occurrences directes en fait, des États-Unis, en 5e en géographie, enfin 2 en géographie, une en histoire, en 5e, 4e et 3e. Cependant, en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, on peut aussi convoquer les États-Unis dans pas mal d'autres chapitres, d'autres thèmes, même si ça n'apparaît pas clairement dans les programmes. C'est le cas, par exemple, en 6e, pour habiter une métropole, c'est le cas pour, toujours en 6e, habiter un espace rural de faible densité. Enfin voilà, il y a plein de chapitres où on peut être amené à choisir les États-Unis. Et puis, il y a plein de chapitres où on parle des États-Unis sans que ce soit forcément inscrit dans les programmes aussi. Quand on parle de la guerre froide, quand on parle des relations internationales, quand on parle de mer et océan, par exemple, j'ai remis mer et océan dans les tableaux à chaque fois parce que on aborde forcément les États-Unis dans un certain nombre de chapitres, même si le terme États-Unis n'apparaît pas dans les programmes. Alors, ce qui apparaît, c'est que quand on travaille sur les États-Unis dans nos classes, en fait, on travaille certaines notions. Les États-Unis nous amènent à mettre en avant et à travailler certaines notions, celle de l'urbanisation et de la métropolisation, qu'on voit en 6e, en 4e, en première, celle de la mondialisation, qu'on voit en première, et en 4e et en terminale, celle de la puissance et de ses remises en cause, en 4e, en première, en terminale, en spécialité. Et puis des notions qui sont peut-être plus transversales, celle de la démocratie, celle du pouvoir et la notion de crise qu'on évoque finalement assez souvent autour des États-Unis. Ça rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Donc on évoque les États-Unis quand on parle de révolution américaine en seconde, du rôle des États-Unis dans les relations internationales au cours du XXe siècle, de la crise de 1929 et du New Deal qui permet d'interroger, pour le coup, la place de l'État dans les démocraties. Ce qui est finalement assez intéressant aussi, c'est quand on regarde le programme de spécialité, tous les thèmes de première ou de terminale amènent à parler des États-Unis, sauf peut-être celui sur le patrimoine en terminale, mais sinon, dans tous les autres termes, et encore, on peut l'évoquer aussi. Mais voilà, et il y a 2 objets conclusifs qui sont spécifiquement consacré aux États-Unis, celui du thème de première sur la démocratie et celui du thème de terminale sur l'environnement. Alors, en fait, finalement, les États-Unis nous permettent d'interroger les grands enjeux du monde contemporain, en spécialité en particulier le multilatéralisme, la place de l'État, les rapports de puissance ou encore les tensions nord-sud. Donc, je vais avancer du coup de quelques diapositives. Alors, dans la voie professionnelle, je vais vous présenter plus particulièrement l'exemple du bac pro, dans lequel, là pour le coup, voilà, par rapport à ce qui a été dit précédemment, là les États-Unis sont très présents. Alors l'Amérique est très présente dès le programme de la classe de seconde baccalauréat professionnel. Donc voilà, c'est moins vrai par contre au regard des programmes de CAP. Donc voilà. Alors là, je suis plutôt restée sur les classes de la voie professionnelle parce qu'on a un temps limité, mais il sera intéressant effectivement aussi de rentrer dans les programmes de CAP pour voir cette entrée. Alors, dans les programmes de CAP, je ne sais pas si c'est particulièrement lisible au niveau de ce que vous avez à l'écran. Ici, vous avez les 2 thèmes donc, du programme d'histoire, dont le fil rouge est circulation, colonisation et révolution, du 15e au 18e siècle. Et là, vous avez particulièrement le premier thème, donc l'expansion du monde connu, 15e, 18e siècle, hein, qui lui est centré sur la mise en relation finalement des différentes parties du monde, donc du 15e au 18e siècle sur la période concernée. Donc là, vous avez jusqu'à la fin du 15e siècle certaines parties du monde
comme l'Amérique et l'Océanie qui demeurent isolées. Du XVIe au XVIIIe siècle, l'essor important des échanges fait de celle-ci un nouveau monde. Vous avez toute la question notamment des routes maritimes qui ouvrent vers les Indes et les Amériques, de la mise en exploitation et de la colonisation ensuite des Amériques, et enfin notamment le cadre de la traite atlantique. Donc là, très clairement, la question de l'Amérique est centrale dans les programmes dès l'entrée des élèves de la voie professionnelle en classe de seconde. Et effectivement, bon là, la fin du premier thème correspond à la fin de la période chronologique issue, donc voilà, et ce qui permet de faire la transition aussi avec le second thème. Et là, le second thème porte lui plus particulièrement sur l'Amérique et l'Europe en révolution. Donc des années 1760 à 1804. Donc on est là vraiment sur les effets politiques du développement des relations entre l'Europe et l'Atlantique sur la période. Et comme vous le voyez, à partir des années 1760, l'Europe et l'Amérique connaissent d'importantes révolutions, aussi distinctes que soient ces dernières. Donc elles sont bien étudiées aussi dans leur spécificité. Elles n'en sont pas moins marquées par une aspiration à la liberté qui doit beaucoup à l'inspiration de la philosophie des Lumières. Et c'est notamment toute la question de la circulation, des circulations en fait, des idées, des acteurs notamment qui est ici posée. Donc ensuite, un focus sur la Révolution américaine, donc là que vous avez à l'écran, donc de 1775 à 1787. Il est intéressant également de regarder les repères finalement qui sont proposés dans le cadre de l'étude de ces deux thèmes avec les élèves. Alors il y a des repères qui sont déjà étudiés au collège, on est sur une logique des programmes qui reprend les acquis des élèves au collège, donc on s'appuie sur des choses qu'ils ont déjà vues et qui vont ensuite les approfondir. Donc on a des repères qui sont déjà étudiés, par exemple 1492, la découverte de l'Amérique et la traite atlantique, des années 1670 à la fin du XVIIIe siècle. Mais on a également du coup de nouveaux repères comme la guerre de 7 ans, donc de 1756 à 1763. Pour le second thème, là encore on a des repères qui ont déjà été étudiés au collège, 1775-1783, la guerre d'indépendance des États-Unis, 1776, la déclaration d'indépendance. Mais on a aussi de nouveaux repères, comme 1787, notamment avec la Constitution, bien sûr, des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, alors on va peut-être avancer au niveau de la géographie en particulier. Donc sur la géographie, là, ce n'est pas spécifiquement les États-Unis, mais en tout cas, elle est présente dans l'ensemble des programmes de géographie, finalement. Donc, pour développer les deux thèmes en particulier du programme de seconde. Le premier thème porte sur des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Là, c'est notamment sous l'angle d'études de cas, finalement, que le processus d'accélération des échanges grâce à l'innovation peut être mis en avant à ce niveau-là. Parmi les repères, pour en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les donner, mais pour en citer quelques-uns, on a les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde. Donc effectivement, ça rentre directement en résonance avec notre thème du jour. Les façades maritimes majeures et les grands ports mondiaux. Les principaux aéroports internationaux, notamment en Amérique. Ensuite, le deuxième thème donc, du programme de géographie peut faire là aussi l'objet d'une étude de cas d'ailleurs spécifique sur les États-Unis. Donc une circulation croissante et diverse des personnes à l'échelle mondiale. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est à l'écran, mais par exemple, si on prend le cas des migrations, qui sont d'abord régionales, intracontinentales, la question des frontières, qui est absolument centrale, et la manière dont elles sont traversées grâce à l'aide d'acteurs légaux ou illégaux notamment. Parmi les repères, là on a notamment les principaux lieux de départ et d'arrivée des migrants, quelques frontières et les zones de passage et ou de contrôle également. Donc vous voyez que dès la classe de seconde, effectivement, les États-Unis sont très présents, pour le coup, dans les programmes de la voie professionnelle. Alors, si je poursuis finalement avec la suite, donc je ne vais pas détailler chacun des objets d'étude non plus de l'ensemble des programmes, mais on a par exemple en première le thème d'histoire, donc guerre européenne, guerre mondiale, guerre totale, donc de 1914 à 1945. Bon, c'est le thème qui s'intéresse aux guerres qui bouleversent le monde, et particulièrement l'Europe, donc en moins d'un demi-siècle. Et bien entendu, le fait que de ces épreuves émerge un monde nouveau dans lequel de nouvelles puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, jouent un rôle de premier plan. Donc là, on est vraiment, effectivement, aussi au cœur de notre sujet aujourd'hui. Si on poursuit ensuite avec les programmes de terminale, le thème 1 du programme de terminale, c'est le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945. Là, on est vraiment sur le fait de faire entrer les élèves dans la compréhension d'un monde complexe
marquée par l'affirmation de deux puissances et de nouvelles formes de conflits également, qui se surimposent sur des formes traditionnelles. Donc là aussi, bien entendu, la question du rôle des États-Unis, du rôle et de la place des États-Unis dans les relations internationales est absolument essentielle. Enfin, on peut relier au thème de géographie. Alors, on a également un thème sur le risque, mais là, pour vous donner un autre exemple, le thème sur l'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger, se déplacer, qui pose notamment la question, bien entendu, des ressources et du fait que la pression sur les ressources s'amplifie. Donc là aussi, les États-Unis peuvent tout à fait donner lieu à une étude de cas intéressante. Et notamment, il pose la question des nouvelles formes d'habiter. Donc là, on peut tout à fait aussi mettre en perspective le thème du jour sur ces programmes de géographie. Je te laisse la main pour la suite, du coup. Oui, alors ce qu'on a observé sur l'ensemble des programmes, finalement, à la fois dans la voie générale et dans la voie professionnelle, de la 6e jusqu'à la terminale, c'est que les États-Unis sont souvent, sont souvent convoqués pour des études de cas, pour des exemples, ou comme des exemples, mais ils ne sont pas forcément utilisés comme un objet global d'analyse. Et donc ça a tendance à renforcer l'idée de la figure type qu'évoquait Marielle Bastable. Et donc nos élèves finissent par se représenter le pays à travers quelques symboles. New York, Los Angeles, San Francisco et la Silicon Valley, alors que je crois que c'est Pascal Nedelec et Pascal Boiry il y a un dossier spécial sur Géoconfluence, alors qui date de 2015, mais dans lequel il dit qu'en fait ces villes-là, elles sont des exceptions plus que des normes aux États-Unis. Or finalement, c'est celles qu'on convoque le plus dans nos leçons, dans nos cours, dans nos cahiers. De même, on parle finalement assez peu dans nos cours de la relation qu'entretiennent les États-Unis avec le reste du continent. Sauf peut-être sur le chapitre sur la crise de 1929, où là on est amené à questionner justement les effets de la crise sur le continent sud-américain en particulier. Et puis en histoire, on évoque la Révolution américaine en seconde, en lycée pro également. Cependant, on ne va pas forcément très très loin dans l'histoire des États-Unis et on s'aperçoit que nos élèves ont parfois une connaissance assez faible de l'histoire des lieux de l'immigration aux États-Unis, par exemple Ellis Island. Ils l'évoquent, ils ne font pas forcément le lien avec ce qu'ils voient en cours d'anglais. D'ailleurs, parfois ils le font en anglais, ils ne voient pas forcément le lien avec ce qu'on fait en histoire-géographie. Ils ont du mal aussi on parle assez peu finalement de la question de l'esclavage, des questions raciales, des droits civiques, de l'histoire des femmes aux États-Unis, ou encore des questions relatives aux Native Americans. Et ça, bien sûr, c'est impossible de traiter l'ensemble de ces questions parce que nos programmes sont déjà très vastes, mais ça nous amène surtout à nous interroger sur les choix pédagogiques que l'on mène, sur les exemples que l'on choisit, sur les illustrations que l'on prend pour éviter de figer justement l'image des États-Unis dans des représentations dans l'esprit de nos élèves. En fait, c'est juste garder un petit peu en tête tous ces éléments-là. Oui, du coup, pour reprendre effectivement, à travers les compétences finalement aussi qui sont travaillées dans ce cadre-là, hein, on est vraiment tout de même sur le fait de faire entrer les élèves dans l'analyse en fait, ou dans la compréhension en fait de la complexité du monde. Donc là, on va trouver finalement le fait d'acquérir progressivement finalement à travers l'ensemble de ce qu'on vous a présenté, y compris dans ses limites, hein, mais une culture réflexive portant sur les différents aspects du processus de développement des États-Unis, au terme duquel l'Amérique donc est devenue ce qu'elle est, a acquis sa position actuelle et forgé sa vision du monde. Enfin, d'étudier les enjeux multiples qui sont liés aux lignes de fracture actuelles de la société américaine, mettre en lumière l'évolution des rapports de pouvoir entre les nations, on a parlé notamment tout à l'heure de la question Chine-États-Unis, et la complexité des relations internationales donc dans un monde devenu multipolaire. Enfin, de développer des compétences qui sont celles de nos disciplines, hein, mais de compétences d'analyse des documents, de raisonnement, de compréhension de la démarche historique, afin que nos élèves saisissent notamment les enjeux géopolitiques, qu'ils identifient les caractéristiques de la puissance américaine, mais aussi les tensions et les contrastes au sein de la société américaine, avec notamment l'exemple de la question environnementale qu'on trouve aussi bien dans les programmes d'AGGSB que par exemple dans les programmes de la voie professionnelle. Ensuite, mobiliser dans le cadre d'une démarche réflexive plusieurs points de vue, des méthodes, des concepts variés, afin que les élèves saisissent finalement les différents aspects, qu'ils soient culturels, patrimoniaux, on l'a évoqué tout à l'heure, mais même si ce n'est pas directement dans le thème, politique, économique, de la construction historique de cette société, qui est bien une société qui est toujours en mouvement.
Enfin, construire une réflexion sur les sources utilisées, notamment, donc ce qui paraît absolument essentiel, sur leurs auteurs et leurs objectifs. On le verra d'ailleurs un petit peu plus dans une des débats suivantes. Donc les États-Unis sont bien un objet d'étude absolument passionnant, mais très complexe. Et c'est cette complexité qui en fait un levier d'apprentissage dans nos classes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde en tête aussi quelques biais quand on travaille sur les États-Unis. J'en ai retenu que deux. Le premier est sémantique. Le mot, en anglais, le mot American, ça désigne juste les habitants des États-Unis et pas ceux du continent américain dans son ensemble. Et cette confusion, ça contribue à une sorte d'appropriation symbolique du continent par un seul pays. Et donc, il faut rappeler à nos élèves que les États-Unis, ça n'est qu'une partie du continent américain, en fait. Autre exemple, après la chute de l'URSS, Hubert Védrine emploie le terme d'hyperpuissance, qui apparaît aussi dans nos programmes, ça fait partie de nos programmes, on l'utilise beaucoup pour désigner les États-Unis, et c'est un terme qui est finalement acquis, intégré, mais en utilisant un mot aussi fort, finalement, on contribue aussi à construire un imaginaire, celui d'une puissance absolue, sans limite, presque hégémonique, ou qui pourrait apparaître hégémonique. Le second biais, c'est un biais plutôt culturel, et parce qu'à force de parler des États-Unis, si on en parle beaucoup et si on aime en parler dans nos classes, on risque aussi de glisser vers l'excès inverse parfois, insister sur les fractures sociales, insister sur les inégalités, insister sur des crises politiques ou environnementales. C'est ce qu'André Caspi avait souligné en 2004 quand il évoquait l'anti-américanisme, une originalité française. En disant on se construit un peu en opposition avec les États-Unis et on se rassure un peu parce qu'on n'est pas exactement pareil. Je termine. Alors, juste un point, effectivement. Alors, pour le coup, je le dis chaque année, dans la voie professionnelle, les professeurs sont des professeurs de lettres-histoire, ils sont bivalents. Il me semble toujours intéressant de faire entrer en résonance, en fait, le thème de cette journée avec l'enseignement des lettres, donc dans la voie professionnelle. Alors ici, j'ai fait un choix. Alors j'aurais pu traiter du mythe américain dans la littérature, et ça aurait pu aussi être intéressant et même peut-être passionnant. Mais là, j'ai fait un choix qui, pour vous, en fait, entre guillemets, pour qui la plupart d'entre vous, donc le professeur d'histoire, géographie, peut aussi entrer en résonance avec l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons donc dans les programmes d'histoire de la voie professionnelle un objet d'étude en classe de seconde qui s'intitule « S'informer, informer, les circuits d'information ». Et là, effectivement, peut-être quelques pistes pour faire une focale un petit peu sur la situation médiatique complexe aux États-Unis, et d'ailleurs peut-être aussi son impact sur la situation médiatique, sur le paysage médiatique international. Donc voilà, alors, quelques pistes ébauchées comme ça. Vous le savez, depuis janvier 2025, on a des attaques conservatrices qui sont de plus en plus virulentes, notamment contre la presse et notamment contre l'audiovisuel public américain, donc aux États-Unis, avec des coupes budgétaires qui ont été adoptées qui sont inédites. Alors ces attaques sont plus anciennes, mais elles se sont développées particulièrement depuis 2025. Et elles menacent, pour certains, entre guillemets, experts, elles menaceraient même l'existence des réseaux de radio et des télévisions publiques aux États-Unis dans un paysage médiatique qui est déjà très dominé par les grands conglomérats privés. Là, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est d'analyser plusieurs choses. D'une part, la spécificité de l'audiovisuel public états-unien, qui diffère de celui qu'on connaît en France, et de voir pourquoi il est aujourd'hui de plus en plus au centre d'affrontements qui sont partisans. Mettre en perspective le rôle d'un financement stable des médias publics dans une démocratie, et voir dans quelle mesure ceci contribue à la liberté et à l'indépendance de la presse. Enfin, dans le contexte états-unien, rappeler que les médias publics comblent aussi un vide d'un paysage audiovisuel, car finalement, ces stations, ces chaînes locales qui donnent accès à l'information, à des communautés qui sont parfois trop isolées pour être rentables dans un système qui est plus commercial. Une deuxième piste, donc en lien notamment avec la question de l'éthique journalistique, ce serait par exemple d'étudier là aussi des enjeux qui sont liés à une actualité récente, voire très récente. Par exemple, le grand nombre de médias américains et internationaux. On a notamment les chaînes conservatrices aussi, Fox News et Newsmax, qui en octobre dernier ont refusé de signer le document du ministère de la Défense, actuel ministère de la Guerre.
exigeant donc des journalistes de ne pas publier certaines informations sans autorisation explicite, au risque d'y perdre donc leur accréditation. Là, on peut aussi avoir une mise en relation, bien entendu, avec le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui consacre la liberté de la presse en interdisant au Congrès, pour rappel, d'adopter des lois qui limiteraient la liberté de la presse. Voilà. Mais il y aurait peut-être d'ailleurs aussi un lien à faire avec les déclarations présidentielles menaçant de retirer leur licence aux chaînes qui le critiqueraient. Et du coup, avec le dernier rapport aussi de Reporters sans frontières. Une troisième piste, peut-être parce que ça interroge au niveau des rédactions, y compris en France, mais sur l'omniprésence du président américain dans l'ensemble des médias sur la scène internationale. Donc, omniprésence voulue, avec quand même tout le débat que cela peut poser, dans quelle mesure finalement ces informations doivent-elles être relayées, comment hiérarchiser des informations qui de prime abord pourraient sembler de peu d'importance et finalement vont déboucher quand même sur un projet mis en œuvre, et à l'inverse des grandes annonces qui finalement ne déboucheront pas sur grand-chose. Donc là, c'est vraiment un travail, effectivement, une réflexion en fait sur le métier de journaliste qui peut être ici au centre de la réflexion. Donc voilà quelques pistes, en tout cas, qui peuvent être abordées dans le cadre de l'objet d'étude. Donc, pour conclure, eh bien, enseigner les États-Unis, ça suppose qu'on garde en tête une approche lucide et exigeante pour faire comprendre à nos élèves que les États-Unis ne sont pas un bloc homogène, mais un territoire contrasté, pluriel, traversé de tensions. En définitive, finalement, enseigner les États-Unis, ça n'est pas uniquement parler d'un pays étranger, c'est interroger, construire la compréhension de notions fortes de nos programmes. C'est aussi apprendre à penser la complexité du monde dans lequel nos élèves vivent et grandissent. Merci à tous pour votre attention.